Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 7, le tunnel des dieux. Des archéologues en Turquie viennent tout juste de découvrir de très rares et de très anciennes gravures de divinités assyriennes. Ces gravures ont été découvertes dans un mystérieux complexe souterrain décrit par les archéologues comme étant sans précédent. Et il semble indiquer que l'empire le plus puissant du monde il y a près de 3000 ans avait déjà recours à une forme de politique douce dans l'une de ses régions frontalières. La scène gravée représente au moins 6 dieux, dont Abad, le dieu mésopotamien de l'orage, le dieu de la lune Sin, le dieu du soleil Shamash, et Atargatis, la déesse de la fertilité de la région. La nature de la découverte est également inhabituelle, puisque le complexe souterrain a été découvert en 2017 en suivant un passage secret depuis une maison moderne dans le village de Bashbouk. Le complexe a donc été découvert durant la construction d'une maison, mais cette trouvaille n'a pas été signalée aux autorités. Mais depuis, des centaines de passages, d'escaliers et de galeries taillées dans la roche ont été découverts. Le complexe et les gravures semblent inachevés, et les chercheurs supposent que la construction s'est arrêtée de manière inattendue, probablement au début du 8e siècle avant notre ère. Et une inscription à côté des sculptures semble indiquer une partie d'un nom qui, selon le chercheur, se lirait Mukinabua. Justement, un Mukinabua est répertorié il y a environ 2700 ans dans les registres assyriens comme étant le gouverneur de la capitale provinciale de Tushan, à environ 145 km à l'est de l'actuel Bashbouk. Il se pourrait que les archéologues viennent peut-être de découvrir une pièce manquante dans l'histoire de la région. Mukinabua aurait ordonné la construction du complexe souterrain et la réalisation des gravures, et les experts notent que certaines caractéristiques des dieux sont typiquement assyriennes, telles que leurs cheveux et leurs barbes, mais de nombreux détails des gravures indiquent de fortes influences de la culture araméenne locale. Les Araméens avaient vécu dans la région pendant des siècles avant de tomber sous la domination de l'Empire assyrien qui était en pleine expansion au 9e siècle avant notre ère, passant ainsi sous le contrôle de rois qui vivaient loin à l'est, dans le nord de la Mésopotamie. Et les inscriptions à côté des gravures étaient là aussi écrites en araméen et donnent les noms araméens des dieux, plutôt que leur nom assyrien. Ce mélange délibéré pourrait être une tentative des dirigeants assyriens qui n'étaient pas sur place de s'intégrer aux chefs locaux plutôt que de régner par la force. La découverte change donc notre compréhension de l'expansion de l'un des premiers grands empires de l'histoire, et elle nous prouve que si les Assyriens ont atteint la puissance qu'ils avaient, c'était autant grâce à leur force militaire qu'à leur diplomatie et à leur usage très ingénieux de politique douce. Numéro 6. Schéma stellaire. Göbekli Tepe est certainement l'un des sites archéologiques les plus mystérieux au monde. Il est peut-être même plus important que Stonehenge ou les pyramides. Ce site est le plus grand mystère du monde antique. Il a été bâti il y a à peu près 12 000 ans, ce qui le rend donc l'aîné de Stonehenge de plus de 7 000 ans. Et le site n'a cessé de dérouter les experts et les scientifiques depuis sa découverte à cause de ses dimensions et de sa complexité, et surtout pour le simple fait qu'il n'est pas censé exister. La plupart des archéologues s'accordent à dire que Göbekli Tepe était le premier observatoire de l'histoire. Le lieu exceptionnel a été bâti alors même qu'il n'existait aucune ville ou même un village ou une colonie construite par l'homme. Il y a 12 000 ans, les êtres humains vivaient essentiellement dans des grottes ou parcouraient les terres en nomades. Aucune ville n'était bâtie et l'homme ne disposait d'aucune technologie avancée excepté des outils en pierre et des arcs et des flèches aux pointes de silex. Et pourtant, Göbekli Tepe était plus avancé que des structures bâties par des civilisations qui sont venues plusieurs millénaires plus tard. Mais on ignore toujours qui a construit ce temple, à quoi il servait ou même comment il a été bâti. Certains vont même jusqu'à dire que c'est le jardin d'Éden comme décrit dans la Bible. Pour d'autres, des hommes primitifs l'ont construit avec une quelconque aide extérieure. Mais plusieurs experts pensent que la distribution spatiale du temple est censée s'aligner avec les étoiles et que la civilisation responsable de sa construction vénérait les étoiles comme des divinités. Mais quelles que soient les théories, Göbekli Tepe reste néanmoins un site exceptionnel qui pourrait tout bonnement changer notre histoire, puisque c'est le premier lieu que l'on connaisse où des êtres humains se sont réunis et ont mis à profit leur potentiel créatif et ont travaillé en communion et en communauté dans un but commun, celui de créer des temples mégalithiques à base de pierres gigantesques.
Mais là aussi, la construction même du site est un véritable mystère étant donné que ces personnes n'étaient pas censées avoir ni les outils ni l'organisation sociale pour bâtir une telle structure d'une telle dimension avec une telle complexité. Et on ne dispose même pas de preuves que des gens aient habité sur le site. Les archéologues n'en trouvaient aucun logement ni aucun signe d'enterrement, seulement le temple en lui-même, ce qui est une véritable anomalie historique et sur laquelle on ne sait que très peu de choses. Numéro 5. Les prédictions de Nostradamus. Connu comme Nostradamus, Michel Nostredame était un auteur apothicaire français qui pratiquait l'astrologie et la divination. Et malgré sa mort qui remonte à plusieurs siècles, il est toujours considéré par les adeptes de ses prophéties comme une véritable référence et lui attribue plusieurs prédictions sur des guerres, des catastrophes naturelles, des révolutions et même des attaques nucléaires dans son ouvrage Les prophéties écrit en 1555. Mais est-ce que la lecture du livre de Nostradamus donne-t-elle réellement un aperçu sur l'avenir? Cela dépend grandement de l'interprétation que l'on fait de ces mots. Mais parmi les prédictions les plus persistantes faites à partir de ces écrits figurent la mort d'Henri II, la prise de pouvoir de Napoléon et même celle d'Hitler. Et l'une de ses prédictions les plus troublantes est celle où il écrit « Le sang du juste à Londres fera faute, brûlé par foudre de 23 les 6. La dame antique chérera de place haute, de même secte plusieurs seront oxy. » Et pour plusieurs, il est très difficile de ne pas faire l'analogie entre ce quatrain et le grand incendie de Londres en 1666. On voit dans ces 4 lignes le lieu, Londres, l'année, 3 les 6 pour 1666, l'incendie, brûlé par les foudres, et le fait que la célèbre cathédrale Saint-Paul fut entièrement détruite, de même secte plusieurs seront oxy. Une prédiction donc faite présumément un siècle avant l'événement. Mais alors, qu'a-t-il en réserve pour notre avenir? Il écrit dans une de ses prophéties pour 2021 « Peu de jeunes, à moitié morts pour commencer, morts par dépit, il fera briller les autres et dans un lieu exalté, de grands maux s'abattront. » Certains y ont vu la prédiction d'un virus qui allait toucher les jeunes personnes et les transformer en sorte de zombies. Certains ont même pensé à un nouveau variant du coronavirus. Même si pour d'autres, la prédiction est tellement vague qu'elle pourrait s'appliquer à tout et à n'importe quoi. Mais pour ses prédictions de 2022, il écrit « Le prix du blé est si élevé que l'homme est incité à manger son prochain dans son désespoir. » Une prédiction assez troublante au vu des circonstances actuelles et du fait que le blé ait atteint son prix record en 2022. Mais il a aussi en réserve des prédictions bien plus sinistres comme la montée en puissance des intelligences artificielles et même un hiver nucléaire. Mais bien sûr, les écrits restent quand même très vagues et on peut tout de même leur faire dire plein de choses différentes. D'ailleurs, les écrits en question ne sont même pas datés et on ne sait même pas d'ailleurs s'ils sont vrais ou ont été remaniés, enrichis ou bidouillés, tout simplement parce que le manuscrit original a été perdu. Mais croyez-vous réellement ces prédictions ou ce ne sont que des interprétations fumeuses? Numéro 4. Station de service romaine. Dans la campagne anglaise de Hertfordshire, des archéologues ont fait une découverte qui change notre regard sur les Romains, pas fondamentalement, mais de façon significative. Cette découverte unique a été faite dans un terrain de football typiquement anglais qui était en travaux et l'intervention des archéologues a permis de découvrir l'équivalent d'une station de service ou d'une aire de repos chez les Romains, accompagnée de commodités et de quelques attractions de bord de route. Le site contenait une sorte d'auberge qui offrait le gîte et le couvert aux voyageurs. Il y avait aussi un forgeron et un temple pour les besoins religieux des voyageurs et toutes sortes de commodités. Selon le directeur des fouilles Andrew Griff de l'université d'Oxford, l'aire de repos proposait toutes les commodités nécessaires dont avait besoin un voyageur épuisé. Il y a déjà 2000 ans, quelqu'un voyageant sur le dos d'un âne ou d'un cheval aurait pu s'arrêter pour prendre un repas chaud, nourrir et reposer sa monture, réparer une charrette endommagée et même acheter des vivres et se ravitailler pour le voyage. Cette découverte prouve à quel point l'Empire romain était avancé et prospère. Et même aux confins de ces territoires, il offrait à ses citoyens des commodités pour leur permettre de voyager dans les meilleures conditions. Quand on vous dit que toutes les routes mènent à Rome. Numéro 3. Le premier calendrier maya.
Dans les vestiges du temple de las Pinturas dans le complexe de la pyramide de San Bartolo, des archéologues ont fait une découverte exceptionnelle au Guatemala. La découverte bouleverse complètement notre chronologie de l'histoire maya. Le site archéologique de San Bartolo est connu pour sa pyramide, mais aussi et surtout pour ses fresques murales impressionnantes, d'où le nom Las Pinturas, les peintures en espagnol qui lui a été attribuée en raison de la beauté des fresques polychromes et des scènes mythologiques qu'il contient. Ces fresques étaient peintes il y a plus de 2000 ans, juste après la construction de la pyramide de San Bartolo. Et alors que des experts de l'université du Texas étaient en train d'analyser les murailles en essayant de décrypter les anciens hiéroglyphes, ils sont tombés sur un glyphe qui est en réalité un fragment du plus ancien calendrier maya jamais découvert. Il a été reconnu grâce à la tête d'animal surmontée d'un point et d'un trait. Le symbole représentait selon eux ce qu'ils appellent en anglais le Seven Deer ou en français le 7 cerfs, l'un des jours du calendrier sacré de 260 jours. Ce calendrier, appelé Tzolk'in, est commun à toutes les civilisations mésoaméricaines et il est composé d'une série de 20 jours numérotés de 1 à 20 et qui se répètent 13 fois dans l'année pour atteindre un total de 260 jours. Le Seven Deer ou 7 cerfs est ainsi l'un d'entre eux. Il est ainsi suivi du 8 lapins, du 9 eaux et du 10 chiens. Et cette découverte change tout simplement l'histoire, car ces inscriptions auraient été réalisées entre 200 et 300 avant Jésus-Christ. C'est bien plus ancien que les précédentes traces de hiéroglyphes de calendrier retrouvées jusqu'ici, bouleversant ainsi les croyances précédentes, voulant que les premières traces calendaires n'apparaissent qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette découverte est d'autant plus importante qu'au vu de l'aspect affirmé des inscriptions, le calendrier était probablement utilisé depuis de nombreuses années déjà lorsqu'elles ont été réalisées. Cette découverte oriente ainsi vers une origine encore plus précoce du calendrier. Durant le milieu de la période préclassique, entre 2000 ans avant Jésus-Christ et 250 ans après Jésus-Christ, si ce n'est avant selon David Stewart, auteur du rapport de la découverte. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce même site bouleverse l'histoire maya, puisque les inscriptions en hiéroglyphes apparues dans les fondations de la pyramide et datées de 200 à 300 avant Jésus-Christ ont repoussé les origines de l'écriture maya. Désormais, c'est donc au tour du calendrier de voir son histoire bousculée. Numéro 2. Portail égyptien. Un très mystérieux portail vient d'être identifié en Égypte. Le supposé portail vers l'autre monde est situé au temple de Abydos, l'une des plus vieilles nécropoles du pays. Et le temple en question a été bâti par le pharaon Séti Ier au-dessus de la structure d'un autre temple encore plus ancien et qui contenait des secrets jusqu'ici inconnus. Mais étrangement, les pharaons ainsi que les prêtres d'Abydos croyaient que c'était le point d'accès le plus proche entre notre monde et l'au-delà. Mais encore plus intrigant, l'ancien temple était censé être le sacerdoce de Melchisédek, une sorte de groupement de prêtres nommés à partir du personnage biblique cité dans le livre de la Genèse. Mais pas grand-chose n'est connu de ces prêtres de nos jours. Et le peu de preuves archéologiques dont on dispose montrent très clairement qu'ils étaient très respectés, parce qu'ils étaient censés posséder un savoir secret du cosmos qui pouvait permettre aux hommes d'atteindre un niveau plus élevé de conscience de soi. Mais ils étaient aussi et surtout les gardiens du portail, cachés au milieu du temple et qui pouvaient transporter les hommes à travers le temps et l'espace. Bien sûr, aucun portail réel n'a jamais existé, mais la croyance et les mentions de ce portail ont bel et bien existé. Pour certains historiens, le pharaon aurait donné l'ordre de bâtir un temple au-dessus du prétendu portail pour justement étouffer cette croyance et ses disciples. Numéro 1. Le paysage de Stonehenge. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Southampton a révélé la nature du paysage préhistorique qui entourait le célèbre monument de Stonehenge. Le paysage en question était présent déjà 4000 ans avant la construction du célèbre monument. La zone l'entourant aujourd'hui n'est rien de plus que des plaines et des champs, mais à l'époque de la construction et bien avant, le paysage était très différent. La plus grande surprise est que les chercheurs ont confirmé que la zone était partiellement boisée
boisée, contrairement aux croyances précédentes qui avançaient que la zone était une forêt très dense qui a disparu en raison de l'exploitation humaine. L'étude prouve au contraire que l'endroit n'était que partiellement boisé et de façon très éparse. La zone était aussi habitée par du bétail sauvage, des cerfs et des sangliers. C'était en réalité le terrain de chasse parfait et l'endroit idéal afin de se sédentariser pour des êtres humains primitifs, avec un accès abondant à du gibier sauvage et à des terrains adaptés à de l'agriculture. Mais avant cette étude, les historiens supposaient que les premiers humains du néolithique avaient délibérément coupé tous les arbres de la région afin d'y transporter des mégalithes et les disposer de façon à former le monument si distinctif. Mais il s'avère désormais que ce n'était pas vraiment le cas. Les premiers hommes à s'installer dans la région n'ont pas eu besoin de couper des arbres, ni pour bâtir leurs monuments, ni d'ailleurs pour pouvoir planter leurs récoltes. Ils auraient même pu construire Stonehenge dans une clairière en plein milieu de la forêt éparse, entourée d'arbres et d'animaux sauvages. Et c'est cet aspect qui a vraiment surpris les experts. Et ce très mystérieux lieu en Irlande est teinté de mysticisme et de mystère. Découvre-le, ainsi que les lieux les plus mystérieux au monde en cliquant sur cette vidéo.